Le 21 juillet 1857, on signe en France le décret de la création du corps des tirailleurs sénégalais qui auront d'abord la dénomination Armée noire ou Force noire et dont le premier régiment est créé à Saint-Louis au Sénégal et ce pour pallier au manque d'effectifs dans les rangs de l'armée française mais aussi aux besoins du maintien de l'ordre qui a été causé par la colonisation. Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'histoire d'Afrique dans laquelle on va parler aujourd'hui des tirailleurs sénégalais, encore appelés tirailleurs africains. Pourquoi les appelait-on déjà tirailleurs sénégalais? Premièrement, tirailleurs parce que lors de leur formation, les soldats africains qui ne comprenaient déjà pas la langue utilisée et qui n'avaient jamais manié d'armes à feu de leur vie, tiraient en désordre et ailleurs que là où on leur avait demandé de tirer, d'où le terme tire ailleurs qui s'est transformé en tirailleurs. Et ces soldats n'étaient pas nécessairement tous des Sénégalais, mais ce terme est resté parce que, comme je l'ai dit plus haut, le premier régiment du corps des tirailleurs a été créé à Saint-Louis, qui est une ville au Sénégal, et que bien sûr, les Blancs n'allaient pas se tordre pour les qualifier correctement après, mais sinon les tirailleurs venaient autant de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre et même du Nord. Les Français recrutent d'abord des esclaves locaux, c'est-à-dire ceux qui étaient esclavagisés sur place par des Noirs, parce que comme on l'a vu dans une chronique précédente, il y avait aussi en Afrique ce qu'on a appelé l'esclavage traditionnel qui n'a été aboli qu'en 1999. Ensuite, les prisonniers de guerre et enfin les volontaires qui sont attirés grâce aux conflits tribaux et à qui on promettait une bonne rente, c'est-à-dire un bon salaire. Mais ça, c'était juste au début. À l'aube de la Première Guerre mondiale, la réalité était tout autre. L'armée française était en sous-effectif et elle avait gravement besoin d'hommes de main. Alors, lorsque le quota des effectifs voulus par la France n'était pas atteint, les Français contraignaient les familles à leur livrer tous les hommes assez grands et assez forts. Lorsque certains ne voulaient pas y aller, ils se cachaient et alors on menaçait de tuer toute leur famille. Au départ, c'était volontaire. Ceux qui avaient la volonté de continuer le combat du côté français levaient le doigt et on les prenait d'office. Deuxièmement, si l'effectif n'atteint pas ce qu'on veut, ce que souhaite la France, on exige et on impose un quota à telle famille ou à telle autre famille parce que le roi connaît là où il y a des hommes valides. Et il se connaît dans chaque foyer, dans chaque famille, les éléments les plus solides de chaque famille. Donc, on exige que on fait la liste, chez vous, telle personne sont prises. Et si les personnes ne veulent pas y aller, les personnes disparaissent dans la nature, c'est-à-dire ils fuient, elles fuient. Et de fil en aiguille, on recueille un nombre plus élevé afin de continuer la participation militaire sur le terrain. Et comme si cela ne suffisait pas, les familles n'avaient plus jamais de nouvelles de leurs fils ou frères. Ils ne savaient pas s'ils étaient morts au combat ou pas. Personne ne s'est donné la peine de venir informer mes grands-parents du sort de leur fils. Sûrement que personne n'était même capable de dire où il était tombé. Ma grand-mère a pleuré jusqu'à la fin de ses jours, se demandant toujours comment son fils était mort. Arrivés sur place, ils seront bien sûr confrontés à la maltraitance raciste autant de leurs congénères soldats que du gouvernement français, mais aussi au rude climat froid auquel ils n'étaient pas du tout habitués. Mais laissez-moi vous raconter les 3 pires malheurs dont ils ont été victimes.